surpris d'attendre que vous étiez aussi joueur de Manzembe. Oui, mais la réalité c'est que j'ai arrêté pour mes études et puis j'avais des problèmes politiques et tout ça qui ont fait que je devais quitter le pays un jour. Ma dialectique elle est simple, quiconque est face à moi, il représente la même chose que l'autre. Et depuis que je suis jeune, j'ai toujours été impliqué dans tout, avec des amis dont on ne se demande même pas d'où on vient, nos origines. Et je crois que quand on atteindra peut-être cette façon d'être, les gens deviendront un peu plus simples. C'est ça qui fait que aujourd'hui, je n'ai aucun souci à être avec celui qui a et être avec celui qui n'a pas. Et s'ils veulent savoir, ils peuvent aller trouver. Il y a quelqu'un qui est encore dans les hautes sphères, gestion des mines et tout ça. Ndoumé, j'ai joué avec lui. Ça, c'était des amis de l'université. Et d'autres que j'en citerai. Je peux citer les tout grands qu'ils ont connus, les Bouanga, Kazadi, que moi j'ai joué avec les Brinch. Mais moi j'ai arrêté net. Et je me suis retrouvé en Europe, réfugié politique. Ça a duré 7 ans. Mais les 7 années, je n'étudiais pas. Et après, quand j'ai eu mon statut de réfugié politique, en 82, j'ai relancé mes études. Mais il faut le faire. À 35 ans, se décider, se dire la politique telle que je la vois. Parce que moi, j'ai rencontré des gens, je peux les citer, hein, je n'ai aucune crainte. J'ai rencontré Ngozi Carlibon, j'ai rencontré les Mongoldiak et tout ça. Mais ces messieurs qui fuyaient un problème, qui embarquaient tous les jeunes qui avaient ici dans un espoir inattendu, finissaient par faire un retour. Lui, ils étaient venus pour bénéficier des avantages dus à leur rang ancien. Moi, je crois que ce qui est encourageant, c'est de voir que des gens d'origine congolaise arrivent à organiser ici quelque chose qui tient le coup. Je ne dis pas qu'on n'en a pas l'habitude, mais vous-même vous êtes habitué à voir tout ce qui se passe. On fait toujours de one shot, et ce qui n'est pas nécessairement bon. Mais ici, voilà, vous êtes déjà à la 2e édition, et je vois le bateau rempli, plus de 300 personnes. Que demander de plus? Alors on n'enferme pas un enfant dans la maison parce qu'on n'a pas envie de sortir, on n'a pas envie de se déplacer après un travail. Là, c'est une erreur. C'est pour ça que j'ai beaucoup insisté sur les enfants. Et aujourd'hui, je crois, vous avez parlé de mon fils, vous avez un cas qui vous montre que quand l'enfant a eu ce qu'il fallait pour l'enfance, il n'est pas complexé dans la vie. Il n'a pas besoin d'être blanc, d'être noir, d'être jaune pour pouvoir exprimer une vérité, pour pouvoir s'exprimer. Chers téléspectateurs du micro du Pasteur Bobo, partout à travers le monde, nous savons que vous êtes de plus à nous suivre. Nous sommes ici en Belgique. Nous sommes sur le fleuve Congo, mais en Belgique. Nous sommes avec notre député, Monsieur Pierre Compagnie, que vous connaissez tous. Il est aussi le papa de notre joueur préféré, le capitaine de l'équipe belge, Vincent Compagnie. Bonjour, Monsieur Pierre Compagnie. Oui, bonjour, hein. Merci beaucoup de m'avoir invité. Ça nous fait plaisir d'être avec vous. On vous suit partout à travers le monde. Nous venons de suivre votre intervention. On vous donne les micros, mais c'est les enfants qui vous privilégient. C'est tout à fait évident parce que je crois que si on ne pense pas aux enfants, le reste ne vaut pas la peine. Mais les enfants sont fragiles. Ils ont besoin de la présence des personnes adultes. Et de ce fait, c'est pour ça que j'ai toujours un regard tourné vers les enfants. Pourquoi? Parce que quand l'enfant a la chance de grandir dans de meilleures conditions, il ne faut pas beaucoup d'argent pour ça, mais meilleures conditions, ça veut dire les parents sont conscients qu'ils doivent être là. Eh bien, cet enfant vivra par la suite une vie où il est capable de défendre la société, défendre les autres, qui peut-être n'ont pas eu la même chance que lui. Tout simplement parce que lui, il a eu un bel entourage. Et c'est pour ça que j'insiste beaucoup sur l'enfance.
Tout le monde connaît Vincent Kompany, mais aujourd'hui nous sommes avec vous. On a été agréablement surpris d'entendre que vous étiez aussi joueur de Manzembe. Oui, mais la réalité c'est que j'ai arrêté pour mes études et puis j'avais des problèmes politiques et tout ça qui ont fait que je devais quitter le pays un jour. Et puis quand je suis arrivé ici, je n'en ai jamais fait qu'un pour mes enfants. C'était plutôt vivre ma vie, vivre leur vie, c'est-à-dire l'école, et puis faire des sports. Pourquoi? Parce que nulle part aujourd'hui, avant peut-être, nous on pouvait se permettre de jouer dans la rue. Il n'y avait pas d'automobile comme il y en a maintenant. Les rues n'étaient pas toutes asphaltées comme aujourd'hui. Donc aujourd'hui, un enfant sortant de l'école ne sait pas s'épanouir physiquement à travers sa vie dans la maison. C'est impossible. Donc tout enfant doit aller là où il y a les installations sportives pour pouvoir pratiquer du sport. Mais pour y arriver, l'enfant n'ira jamais tout seul. Il faut des accompagnateurs. Et les premiers accompagnateurs valables, c'est la maman, le papa. Ça, ce sont les premiers accompagnateurs valables qui peuvent subir avec leur enfant le poids du déplacement, des déplacements. Et avec le temps, vous savez, le sport, c'est quand même la santé, qu'on veuille ou non. Le sport fait partie de ceux qui garantissent la santé à un enfant. Et je crois que dans la charte des droits de l'enfance, parmi les, je crois, les articles qu'il y a là-dedans, il y a l'obligation, si le droit de l'enfant à jouer. L'enfant doit jouer, vous n'allez pas donner à l'enfant des bouquins de l'université, vous n'allez pas lui donner des bouquins des humanités. L'enfant, au départ, doit jouer. Un enfant qui n'a pas joué, qui ne s'est pas amusé, c'est un enfant qui peut, par la suite, connaître des problèmes, peut-être de santé, ou même des problèmes de société. Le sport mélange les enfants à travers différentes classes sociales, quand cela se fait comme il faut. À défaut, quel que soit l'endroit où l'on est, ça permet à l'enfant d'exprimer aussi son caractère par rapport à la société. Savoir qu'il y a des règles à respecter. Alors on n'enferme pas un enfant dans la maison parce qu'on n'a pas envie de sortir, on n'a pas envie de se déplacer après un travail. Là, c'est une erreur. C'est pour ça que j'ai beaucoup insisté sur les enfants. Et aujourd'hui, je crois, vous avez parlé de mon fils, vous avez un cas qui vous montre que quand l'enfant a eu ce qu'il fallait pour l'enfance, il n'est pas complexé dans la vie. Il n'a pas besoin d'être blanc, d'être noir, d'être jaune pour pouvoir exprimer une vérité, pour pouvoir s'exprimer, pour pouvoir entraîner les autres. Et les preuves sont innombrables. Merci beaucoup, on vous suit. La majorité des Congolais de Belgique vous ont découvert quand vous avez raflé des voix à Gachoren. Aujourd'hui, vous êtes député, mais nous rappelons déjà, à l'époque, vous avez fait beaucoup de voix. Mais si on vous demandait d'abord votre parcours, Papa Kompany. Oui, mon parcours, je crois que vous êtes journaliste, mais aux autres journalistes qui me posent la question, parce qu'il y en a qui commencent tout de suite, vous avez commencé la politique avec votre fils, je leur demande quel est votre âge. Souvent ils me disent 25 ans, 30 ans. Je leur dis que moi, avant 20 ans, je faisais déjà la politique dans le pays, mon pays d'origine. Et d'ailleurs, ça m'a coûté par la suite des belles restrictions. J'ai connu l'armée, puis j'ai quitté mon pays, je suis venu ici comme réfugié. Donc j'ai commencé ça avant que ne naissent même mes enfants. Et ici, quand je suis arrivé, je me suis directement mis dans un groupe politique, dans un parti politique où je suis resté une trentaine d'années. Et tout le monde le sait. Alors on me demande, mais pourquoi vous n'avez... Je dis, j'ai même refusé moi-même d'être candidat parce que je m'occupais de mes enfants. Et le sport, c'est souvent le soir. Et la politique, c'est aussi le soir. Et moi, j'ai dû attendre le jour où mon dernier pouvait conduire sa voiture pour aller à l'entraînement. Ben, je me suis dit, mais pourquoi pas? Et pourquoi pas m'exprimer alors que je m'exprimais déjà dans les groupes politiques où j'entretenais des bonnes relations, j'intervenais, j'ai même donné des, j'oserais dire, des coups de main à certains qui ont été élus de par le passé. Bon, c'était faire de la politique aussi, mais sans se décider de passer soi-même
comme candidat. Et quand j'étais libre de toute contrainte, de conduire une voiture le soir pour accompagner les enfants à l'entraînement, eh ben, je me suis décidé, cette fois-là, de rentrer dans le jeu. Pourquoi? Parce que quand on est élu, on a la possibilité d'exprimer ce que ressent ou ce que ressentent tous ceux qui vous entourent. Ceux qui m'entourent ne sont pas nécessairement ceux de ma communauté d'origine, mais ceux qui m'entourent, ce sont tous ces gens avec lesquels on vit. Et aujourd'hui, moi, je mettrais au défi celui qui me dira qu'un jeune Congolais qui a grandi ici, qui a 20 ans, ou même leurs parents qui ont 40, 60 ans, n'ont pas d'amis belges d'origine, n'ont pas d'amis blancs. Donc, ça veut dire que la société évolue. Et quand vous parlez particulièrement de Gansorn, par exemple, ce qui est caractéristique, c'est que Gansorn, si tout ce qui est du continent africain noir devait me voter, je n'aurais pas eu plus de 200 voix. Si on y ajoutait l'Afrique du Nord, les Maghrébins, donc nos amis arabes, j'aurais jamais eu plus de 500 voix. Et pourtant, j'ai fait plus de 2300 voix. Ça veut dire, les autres diront, on est intégré, on parlait d'intégration, mais non, je ne suis qu'un individu qui vit ma vie avec tout le monde, c'est-à-dire comme vous, parce que vous m'interviewez aujourd'hui, mais autour de vous, je sais bien que vous avez des amis européens, vous avez des amis... vous ne pouvez pas vous en débarrasser comme vous l'entendez. Et aux élections, ces gens-là restent ceux qui disent « il peut nous représenter ». Et je crois gagner aux élections est une question de représentation. Et quand on est dans cette position de représentation d'un groupe social ou de la population, on a un petit avantage. Cet avantage, c'est pouvoir peut-être être ceux qui sonnent et qu'on entend le bruit des cloches. Parce que quand on n'est pas un élu, oui, on peut travailler pour un autre, lui donner ce qu'on pense, lui donner les projets, mais ce n'est pas pour autant qu'il défendra les projets comme vous, vous le comprenez, comme vous, vous l'entendez. Et ça, c'est très important. Aujourd'hui, je dois être fier et content parce que je peux exprimer le ressenti de tous ceux qui vivent et qui m'appellent pour, à la limite, qui m'appellent au secours. Je sais transmettre leurs doléances. Mais quand on n'est pas là-dedans, quand on n'est pas en ces lieux-là, il serait mensonger de vouloir raconter aux gens que quand on n'y est pas, c'est la même chose. Non, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Vous êtes très proche de notre communauté. Vous avez passé beaucoup de temps à Bruxelles, en Belgique. Aujourd'hui, vous êtes député national. Bruxellois. Député bruxellois. Si on vous demandait de parler par rapport à notre communauté, qu'est-ce que notre communauté peut faire pour aller de l'avant? Notre communauté, je crois que dans l'analyse qu'on fait souvent, il y a, ça c'est mon avis personnel, hein, je ne peux pas en vouloir à ce qu'ils disent, il y a une petite erreur dans l'analyse. Souvent on dit, on n'a pas assez de représentants, il n'y a pas eu d'électeurs, on n'a pas été tous concentrés sur l'un ou l'autre et tout ça. Mais peut-être au début, ils l'ont fait, mais on ne peut pas continuer indéfiniment à faire ça. Le vrai problème aujourd'hui, c'est que dans les analyses, on ne se dit pas, la plupart de ceux de notre communauté, je parle de la communauté congolaise, qui sont ici, dont les enfants grandissent ici aujourd'hui, étaient tous des intellectuels. Ils étaient venus soit étudier, ou ils avaient déjà des diplômes, ils étaient ici pour parfaire certaines connaissances, et finalement, avec le temps, tout le monde s'est retrouvé ici. Pourquoi? Parce que, il ne faut pas le cacher, il ne faut pas le cacher. Si les rêves de tous ces gens étaient réalisés, ceux qui rêvaient d'être professeurs, ils le seraient dans notre pays. Ceux qui rêvaient d'être, je sais pas moi, ingénieurs, ils seraient en train de faire des ponts chez nous. Ceux qui rêvaient d'être médecins, ils seraient en train dans les campagnes, en train de travailler. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas, qui fait que les gens trouvent à travers le monde. À quelque chose, malheur est bon. Ils sont à travers le monde, mais c'est aussi une façon, c'est des sacrifiés qui doivent apprendre à leurs enfants à maîtriser le monde. Parce que si on était tous chez nous, eh ben, on serait dans un bocal. Et on serait toujours
diriger, on dicterait toujours la loi de l'extérieur, mais demain, après-demain, ces petits-enfants qu'on va courir, ils seront parmi les plus musclés de ce monde. Donc eux, ils diront parfois, stop avec le Congo, c'est pas comme ça que vous devez faire. Ce que on ne peut jamais faire si on est tous dans un bocal au Congo, en train de faire notre politique, on tourne en rond, on est fiers, on est content, on fait des beaux discours à la télé et tout ça, mais la réalité se passe ailleurs. Et la réalité, ce sont vos enfants qui vont la maîtriser, parce qu'ils seront proches des pouvoirs, parce qu'ils deviendront peut-être des grands hommes d'affaires, des grands hommes d'affaires internationaux. Ils pourront aider à ce que l'on freine certains excès. Et ça, je le dis, c'est ma façon de voir. On doit toujours se dire que notre communauté n'était pas venue ici pour s'implanter en Belgique, y vivre. Tout le monde rêvait de rentrer. Mais les conditions de retour n'ont jamais été... n'ont fait que ça s'empirait. Et finalement, ben, on est là. Il n'y a pas que des Congolais en Belgique. Ils sont aux États-Unis, ils sont au Japon, ils sont partout dans le monde. Ça, c'est la marche de l'histoire qu'il a voulu. Parce que parfois on veut comparer les communautés avec la communauté maghrébine, mais la communauté maghrébine elle est arrivée en tant qu'ouvrier ici. C'est des centaines, des milliers de parents qui sont arrivés ici, qui ont eu leur famille, ont fondé leur famille ici, et qui ont acheté des biens au départ. Des biens de moindre valeur peut-être, qui se sont valorisés, mais nous on n'était pas venus pour acheter des biens ici au départ, sauf ceux qui venaient gaspiller l'argent du Congo, qui le jetaient, qui n'imaginaient pas qu'acheter une villa ici, ça ne sert à rien. Sauf si tu y vis, sauf si les enfants y vivent. Et il y a eu beaucoup de dépenses comme ça, de gaspillage, on le sait. Mais les autres, les Maghrébins, étaient des ouvriers. À la fin de chaque saison de travail, ils partaient, ils repartaient dans des camionnettes. Tout le monde connaît l'histoire de ces camionnettes qui transportaient des centaines et des centaines de personnes, des milliers de personnes qui allaient dans leur pays d'origine, passer des vacances avec leurs enfants. Mais nous, ce n'était pas le cas. On me dira, le transport est cher. Faire l'avion, c'est trop cher. Mais eux, ce n'était pas la même logique. C'était la logique des travailleurs qui avaient de l'argent à la fin du mois, qui cotisaient, qui économisaient et qui embarquaient leurs enfants avec des moyens les moins chers possibles, c'est-à-dire même les vieilles voitures, ils achetaient et ils repartaient avec ça. Ils les revendaient d'ailleurs parfois. Et ils ont construit chez eux. Ils ont une maison ici. Et leurs enfants doivent vivre quelque part. Fatalement, ils vivent ici. Parce qu'ils ont des biens ici. Mais nous, ce n'était pas le cas. Combien ont acheté des biens ici parmi les intellectuels qui sont venus ici étudier, qui sont très nombreux, dont les enfants sont nombreux aujourd'hui. Les enfants achèteront demain des biens. Il faut même leur conseiller d'aller regarder le fonds de logement et tout ça. Quand ils sont encore jeunes, avant 30 ans, même s'ils ne restent pas ici, c'est une autre façon de voir la vie. Hein? Parce qu'ils auront un prêt avantageux, ils auront ceci avantageux. Ils ne doivent plus penser comme nous. Se dire que demain, avec le gros diplôme, je rentrerai à tel endroit. Non, ils doivent être maintenant réalistes. Et alors là, on pourra rattraper le temps perdu. Mais on n'a pas à se comparer avec les autres qui sont maintenant nombreux parmi les élus. Et nous, moins nombreux, chacun va dans le parti qui lui plaît, qui lui sied. On ne peut pas concentrer tout le monde sur un parti pour faire plaisir à quelques élus. Ça, la démocratie, nous devons l'apprendre aussi. C'est très important. Parlons un peu de votre simplicité. Nous rappelons que nous ne sommes pas en période électorale. Monsieur Pierre Compagnie est réputé, notre député est réputé d'être facilement accessible. Accessible, quand on vous voit, c'est vraiment la simplicité. C'est dû à quoi, votre simplicité? Non, ma simplicité, c'est parce que je ne pourrais plus changer. Il y a des gens qui, à un moment ou un autre, les biens matériels peuvent changer des gens, l'attitude des gens. Le pouvoir peut changer les gens. Mais moi, depuis que je suis jeune, d'ailleurs, si vous allez sur Facebook, vous verrez une photo qu'on a mise pour le moment, où je suis en tenue militaire, du temps où j'étais coincé dans la politique de jeunesse. Parmi les années 70, 71. Oui. Donc, toutes ces choses-là, donc j'ai toujours été parmi les gens. Bon, moi, je vous dirais même quelque chose d'assez exceptionnel, hein, c'est que dans ma vie,
beaucoup de gens n'ont jamais su à quelle tribu j'appartenais. Pourquoi? Parce que mes meilleurs amis étaient souvent des tribus qui n'avaient rien à voir avec la mienne. Mais je n'en ai même pas une parce que j'ai une mère qui est de Bukavu et un père qui est du Kasaï. Un Moloba et une Mouchi. Ça fait quand même des distances énormes. Donc, j'ai même pas le temps de penser un seul instant. Quand je vois les gens se répartir le pays en disant nous sommes de ceci, nous sommes de cela, le pays serait beau. Alors que au Congo, le mélange des tribus est énorme. Sur Kinshasa, on ne sait même plus quelle tribu épouse quelle tribu. Mais il y a toujours des gens qui continuent à parler des cas mineurs. J'appartiens à ceci, j'appartiens à cela. Donc, moi, vous ne me trouverez pas dans cette dialectique-là. Ma dialectique, elle est simple. Quiconque est face à moi, il représente la même chose que l'autre. Et depuis que je suis jeune, j'ai toujours été impliqué dans tout, avec des amis dont on ne se demande même pas d'où on vient, nos origines. Et je crois que quand on atteindra peut-être cette façon d'être, les gens deviendront un peu plus simples. C'est ça qui fait que aujourd'hui, je n'ai aucun souci à être avec celui qui a et être avec celui qui n'a pas. De toutes les façons, je sais que aujourd'hui, on peut toujours me regarder en disant mais il est quand même le père d'eux et tout ça. Oui, il y a des gens qui sont les pères d'eux, mais qui ont changé. Mais moi, je n'ai pas changé. On me retrouvait encore dans des cafés de ma commune. On me retrouvait avec les gens qui n'ont rien pour garnir leur journée, mais on me retrouvait encore avec ces gens-là. Et depuis que Vincent joue au football, si je devais compter, que ce soit les Noirs ou les Blancs, qui ont pu participer parfois aux activités, que ce soit en Allemagne, en Angleterre et n'importe où, ce serait étonnant, je ne saurais même pas les compter. Mais quand on le fait, ben, ce que la main gauche donne, la main droite ne le sait pas. Et ça s'arrête là, la vie continue. Je crois que le plus important, c'est parfois être en bonne santé. Le plus important, c'est savoir qu'autour de soi, les siens vont bien. Le reste, je crois que j'ai pas un attachement au matériel comme certains. Ça, vous pouvez le savoir. Sinon, j'aurais aussi couru après des immeubles, des trucs comme ça. Mais non, non, non. Je vis ma vie et je souhaite que mes enfants soient plus rigoureux que moi. C'est-à-dire qu'ils soient des hommes d'affaires, qu'ils soient des hommes tout à fait normaux. Parce que il faut pas non plus que tout le monde soit non regardant. Alors sinon, ça devient compliqué. Alors tous les enfants qu'on élève ici, s'ils ne sont pas regardants, ça va être trop compliqué. Vous avez été au Brésil, Coupe du Monde 2014. Pour vous, c'était la déception ou comment? Ah non, 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 pas du tout, pas du tout. Vous partez de l'idée que la Belgique, sur une carte géographique, si vous êtes dans les cieux en satellite ou n'importe, la Belgique c'était un point sur la carte. Et les nations qu'on devait rencontrer par là, c'est des nations énormes, qui avaient plus besoin des retentissements que nous, mais nous étions là. La petite Belgique, déjà l'Europe entière en parle. La petite Belgique, quand on arrive au Brésil, tout le monde se demande, tiens, ils sont peut-être les outsiders. C'est quelque chose de formidable. Alors, je crois que quand tu mets tout ça ensemble, tu joues au Brésil, une population de plus de 200 millions d'habitants. Tu es belge, moins de 11 millions d'habitants. Eh bien, je crois que quelque part, on doit déjà être fier d'y avoir été. Quelque part, être fier d'avoir honoré les couleurs en passant déjà le premier tour. Quelles qu'en soient les difficultés sont là, c'est tout à fait normal. Tu arrives à la Coupe du Monde, quand on allume la télé, quand le match commence, il y a plus d'1 milliard d'individus sur la Terre qui regardent. Moi, je veux bien que l'on se mette un peu dans la peau de tous ces jeunes, de ces gamins qui, même pas une Coupe d'Europe dans la poche, rien du tout. Vous débarquez au Brésil, 1 milliard d'individus vous regardent, et vous voyez des grands clubs, des grandes équipes qui tombent les unes après les autres. Et à un moment, vous demandez vous-même comment on fait pour être là ou ne pas être là. L'Espagne est tombée, l'Angleterre, l'Italie, mais la Belgique, elle était encore là. Alors moi, je crois qu'on en a tiré une leçon formidable, la communication de la joie dans un peuple. Souvent, on dit toujours, le Belge, il est là toujours, le temps est mauvais, le temps est beau et tout ça, on ne parle que du temps, mais pour une fois, on a vu les gens
dans tout le pays, se mettre ensemble, communiquer autrement, je crois que quand tu regardes ces images où tu as des milliers de gens ensemble, tu ne penses même pas à voir s'il y a des noirs ou des blancs là-dedans. Tu as l'impression que tout le monde est dedans. Hein? L'impression est directe, la sensation est commune. Je crois que vous qui l'avez peut-être vécu ici, quand vous couriez tous ensemble. Hein? Tout le monde était content de la même façon. Des gens qui ne regardaient jamais la télé ont regardé la télé du monde du football. Alors, je crois que quelque part, le Brésil a quelque chose de formidable. Pour les joueurs, quelque chose de formidable. Pour le pays, et bon, moi, tout ce que je peux ajouter comme anecdote, c'est que quand mes enfants étaient encore petits, à 8 ans, 9 ans, 10 ans, je leur disais, je vais vous amener une fois au Brésil avec votre maman, on va aller sur les plages, là, courir, jouer, tout ça. Bon, des années plus tard, le plus jeune me dit, mais tiens papa, tu vois, tu ne nous as pas amené au Brésil. Mais non, c'est peut-être nous qui allons t'y amener. Et 4 ans, 5 ans plus tard, ben, on m'y amène. Par Vincent, mais à ce moment-là, on ne pouvait même pas rêver que ça arrivera. On ne pouvait même pas penser que ça arrivera. Et je crois que quand je pense que le Congo était fou de la Belgique, parce qu'il savait que Vincent était là-dedans, Lukaku était là-dedans, et que le Maroc était en train de suivre parce qu'il y avait Fellaini là-dedans, et que le Mali suivait parce que Moussa Dembélé était là, ben, ce pays-là était un pays... la petite Belgique était regardée par des centaines de millions directs qui recherchaient les images. Et après, il y a le milliard sur la terre, bon, mais ça c'est autre chose. Voilà. Nous, au niveau du micro du Pasteur Bobo, on a fait spécial Brésil, soutenant micro du Pasteur Bobo au Brésil pour soutenir Kompany et Lukaku. C'était bien apprécié dans notre diaspora. Mais vous-même, votre fils restera dans l'histoire comme étant le premier Belge d'origine africaine à être capitaine de l'équipe. Votre sentiment? Ben, mon sentiment, je crois que c'est un sentiment, c'est une fierté qui restera. C'est-à-dire, je suis quand même fier d'avoir un enfant qui peut-être a accepté la vie avec ses parents. C'est-à-dire, on n'était pas toujours facile. Il fallait suivre l'école, il fallait être à l'école, il fallait aller ici, il fallait vivre la vie telle que nous on l'entendait aussi. Je crois que la fierté là, c'est que les enfants ont accepté la vie telle que nous on la voyait, et ils en ont tiré peut-être grand profit. Et dans la représentation, ils sont restés, c'est pour ça que je dis toujours aux gens par rapport à Vincent, je dis, s'il n'était pas ce qu'il est, c'est-à-dire sobre, capable de regarder ce qui se passe par rapport à ceux qui en ont plus besoin, le cas au Congo, il a construit avec SOS Village un centre de près de 150 enfants orphelins. Donc quelque part, voilà un attachement. Et ce centre aujourd'hui peut livrer plus de 10 000 traitements sur l'année. Et dans ce centre, il y a une école, depuis l'école maternelle jusqu'à la 6e primaire, qui prend les enfants du village pour éviter que les enfants qui vivent là-dedans ne vivent dans une tour d'ivoire, une tour dorée, qu'ils communiquent avec la population, qu'ils sachent ce qui se passe dans la vie réelle. Donc, quand vous avez tout ça réuni, et je peux même vous citer un exemple assez banal, hein. Moi j'habite à Gansor, ça vous le savez très bien. Il y a eu un hiver fou, il y a 2 ans je crois. On demandait à la radio si les gens qui ont des chauffages et tout ça à amener. Ben, ma fille est allée jusqu'à Gand avec son ami qui est devenu son mari, chercher des radiateurs, amener au CPAS de Gansor. Mais on ne m'a jamais entendu faire la publicité là-dessus. Jamais, jamais. Pourtant, ce sont des réalités. Quand je vois mon enfant faire une action qui est sociale, je n'interviendrai jamais. Je vous citerai l'autre cas, le plus jeune. Des enfants qu'on amène ici par des managers truands et tout ça, qui, sous prétexte qu'ils vont jouer au football, on les amène dans des clubs, et demain, le gamin n'est pas pris, le gamin devient... il y a un jeune Camerounais qui devait rentrer dans son pays. On lui a dit, en rentrant, on viendra te chercher et tout et tout.
Mais on savait que c'était le départ définitif. Mais c'est mon plus jeune qui est venu chez moi en me disant, papa, je vais prendre ma valise pour lui mettre quelques vêtements et tout ça pour qu'il parte avec s'il y a un peu d'argent. Bon, ce gamin promettait qu'il allait me rembourser, il allait rembourser de l'argent et tout ça, mais qui peut rentrer en Afrique et rembourser de l'argent européen? Bon, vous voyez, ce sont des actes qui se font, mais qu'on ne crie pas sur les toits. Et ces actes-là, il y en a beaucoup. Et quand mon enfant fait un acte qui est socialement valorisant, je suis fier et je me tais. Même s'il dépensait son argent. Pour moi, c'est une qualité, c'est une valeur. Voilà comment je vois les choses. Également pour vous, vous représentez valablement notre communauté au niveau du Parlement bruxellois. Vous êtes diplômé, les gens pensent que, bon, comme on a commencé l'émission, beaucoup plus, vous étiez ancien joueur de Mazembe, mais vous êtes diplômé. Quand je dis diplômé, on veut dire hyper diplômé, avec des brevets, mais... Oui, tout à fait. Bon, parfois on dit très facilement, bon, il est le père de... Ben, maintenant, désormais, je ne vais plus le refuser. Hein, parce que on fait un effort, mais la méchanceté veut qu'on répète toujours les mêmes choses qui sont d'une banalité incroyable. Mais à ces gens-là, parfois, il faut leur rappeler que je suis quand même ingénieur industriel, mécanicien, option aéronautique. Et par la suite, j'ai mis au point un système, une invention qui m'a coûté, qui m'a fait 2 médailles d'or. Une médaille d'or au Salon des Inventions de Bruxelles, une autre à Genève. Donc pas seulement en Belgique. À Genève, le projet a été reconnu. Le même projet que j'ai amené à un grand salon Polytech à Paris a été acté parmi les produits novateurs du salon Polytech, qui est un des plus grands en Europe, si pas au monde, et qui est dans le livre, au moins qui occupe au moins 2 ou 3 pages dans un grand livre d'après-salon. Bon, tout ça, ça fait partie de ma personnalité. Les gens peuvent parfois oublier, j'ai travaillé comme cadre chez DHL pour les avions. J'ai été ingénieur chargé de la qualité des pièces d'avion. J'ai été aux États-Unis en séminaire avec les avionneurs du Canada, des États-Unis, pour la qualité et l'utilisation des pièces d'avion. J'ai représenté DHL. Alors, par la suite, j'ai voulu lancer mon projet, mais j'ai compris tout de suite que, économiquement, il y avait un risque. Après, je me suis reconverti dans l'enseignement, que j'avais déjà pratiqué dès que j'ai terminé les études. J'ai enseigné aux arts et métiers d'Erqueline. Je faisais des kilomètres et des kilomètres, plus de 200 kilomètres par jour pour le travail. Donc, le travail est une valeur. On ne peut pas toujours avoir le travail à côté de sa maison. Et là, j'ai commencé par l'enseignement, sans compter que j'ai fait mes études avec un très grand décalage. J'ai dû reprendre des études. Parce qu'au Congo, j'étais déjà en 3e ingénieur civil, mais avec tout ce que j'ai connu, tout ce que j'ai bourlingué politiquement et tout ça, et même c'est ainsi que j'ai arrêté le football net. Parce qu'à un moment ou à un autre, il faut faire des choix. Et s'ils veulent savoir, ils peuvent aller trouver, il y a quelqu'un qui est encore dans les hautes sphères, gestion des mines et tout ça, Ndoumé, j'ai joué avec lui. Ça, c'était des amis de l'université. Et d'autres que j'en citerai, je peux citer les tout grands qu'ils ont connus, les Bwanga, Kazadi, que moi j'ai joué avec les Brinch. Mais moi j'ai arrêté net. Et je me suis retrouvé en Europe, réfugié politique. Ça a duré 7 ans, mais les 7 années, je n'étudiais pas. On s'inscrivait pour s'assurer que vous restez dans le pays. Et après, quand j'ai eu mon statut de réfugié politique, en 82, j'ai relancé mes études. Mais il faut le faire. À 35 ans, se décider, se dire la politique telle que je la vois, parce que moi j'ai rencontré des gens, je peux les citer, hein, je n'ai aucune crainte. J'ai rencontré Ngozi Carlibon, j'ai rencontré les Mongoldiak et tout ça. Mais ces messieurs qui fuyaient un problème, qui embarquaient tous les jeunes qu'il y avait ici dans un espoir inattendu, finissaient par faire un retour. Nous, ils étaient venus
pour bénéficier des avantages dus à leur rang ancien. Donc tout ça, j'ai vu ces gens, mais évidemment, je ne les ai pas suivis. Mais à un moment, j'ai dit, stop à l'égarement, stop à tout ça, je reprends mes études. C'est là qu'il y a une réalité pour moi. Toi, ça a été un plaisir pour nous, mais juste deux petites questions pour terminer, parce que M. Vincent Kompany, M. Pierre Kompany, le papa, est très demandé ici. Il est avec nous, c'est un plaisir pour nous. Donc, pour être au niveau élevé, un joueur au niveau, il faut que les parents poussent aussi, soit était joueur, on voit Lukaku papa joueur. Aujourd'hui, on comprend aussi que Pierre Kompany était joueur tout puissant Mazembe. C'est pas un petit club. Non, c'est pas un petit club, mais la réalité aussi veut que jamais personne ne savait que j'ai joué au football ici. Donc les entraîneurs disaient n'importe quoi aux enfants, mais jamais j'ai prétendu avoir joué au football. Donc imaginez ça. Et pourtant, j'ai eu à faire jouer des enfants à Etterbeek, les entraîner ou des trucs comme ça. Mais quand j'ai commencé à avoir mes enfants, tout ça, toutes ces activités, je ne les faisais plus. Donc personne, ni mes enfants, ne savaient pas que j'ai joué dans un club comme celui-là. C'est plus tard, il n'y a même pas longtemps, que c'est devenu plus officiel parce qu'il y avait une exposition. On a exposé ma photo avec l'équipe Mazembe. Et on demandait aux gens qui allaient à l'exposition, qui était une exposition Diable Rouge, reconnaissez-vous un parent d'un joueur? Et les gens étaient surpris de me voir là-dessus. Donc, l'avantage que ceux qui ont joué ont sur les autres, c'est que parfois ils savent ce qu'ils disent. Et diriger, ou du moins aller avec des enfants sur un terrain de football, bon, maintenant vous avez Vincent qui a atteint le niveau, mais il y a eu quand même beaucoup de communication entre lui et moi. Mais je n'avais pas besoin d'étaler ça dans la rue. Il y a eu beaucoup de communication. Et peut-être, celui qui a joué à un certain niveau, c'est se dire, maintenant il est temps de rester calme, ça ne sert à rien de bousculer la montagne qui est devant soi. Vous êtes face à des incompréhensions, des gens qui ne connaissent même pas de quoi ils parlent. Mais petit à petit, chaque année, l'enfant se fait à l'école, qui était une obligation pour nous. Sa mère n'aurait jamais toléré qu'à un moment, il passe sa vie à ne parler que du football. Ni moi non plus, j'aurais pas toléré ça. Parce que moi-même, je ne l'ai pas fait. Mais avec le temps, on a vu l'enfant s'affermir, l'enfant comprendre qu'il y a moyen qu'il arrive à tenir le coup. Mais sachez que ceux qui atteignent ce niveau-là, en eux, il y a un travail énorme. On ne peut pas traîner à ce niveau-là si on ne s'impose pas des disciplines que tout le monde ne peut pas s'imposer. Aujourd'hui, je ne peux pas demander à tout le monde de s'entraîner le soir avant de dormir. Je ne peux pas demander à tout le monde de s'entraîner le matin avant de partir. Je ne peux pas demander à tout le monde d'être toute la journée occupé à penser qu'on ne peut pas faire ceci, on ne peut pas faire cela. Non, c'est impossible. Et ici, par exemple, je citerai un cas qui est quand même congolais, Anthony Vandenborg. Beaucoup de gens ont dit n'importe quoi, mais Anthony a eu un père qui, lui, n'a pas fait du football. Mais qu'on n'oublie pas que ce monsieur... Là, c'est le cas inverse. Moi, je suis noir, la maman de Vincent est blanche, mais là, c'est le papa d'Anthony qui est blanc et la maman est noire, elle est congolaise. Eh bien, le père accompagnait son enfant, comme nous tous, on accompagne nos enfants. Pendant les matchs, comme il n'était pas de ce milieu de football, quand il entendait le racisme qu'il y avait autour, parce qu'aujourd'hui, tout ça a presque disparu, ça a diminué. C'est divisé, je crois, par 10 ou par 100. Un jour, je lui dis, mais pourquoi toi, tu ne t'arrêtes pas? Quoique, bon, on n'était pas dans les mêmes catégories. Vincent était une catégorie, il a 1 an de plus qu'Anthony et tout ça. Eh bien, il me dit, je ne sais pas, Pierre, moi je ne sais pas rester à l'arrêt ici. Quand j'entends ces gens, tout ce qu'ils crient, j'en prends 2, je les cogne, et ça devient le problème ici. Parce que quand il était jeune, c'était pas un homme qui se laissait faire.
Et il estimait que le racisme qu'il y avait autour, les cris qu'on criait aux enfants, les trucs qu'on criait aux enfants. Donc vous voyez, il n'y a pas eu que le football. Il y a eu beaucoup de choses auxquelles il fallait résister. Avoir une mère qui est blanche, qui entend ces choses, qui l'énerve, qui doit aussi crier à un moment ou à un autre. Alors, tout ça, ça a été un vécu. Mais après, il y a la récompense, c'est-à-dire l'enfant aime ce qu'il fait et que les parents sont là, parce que quand j'ai des parents doivent être là, parce que notre temps, il fallait encore être plus là pour le protéger contre ces dérapages, parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui ont abandonné à cause de tous ces dérapages-là. Ou bien on les a taxés de violents parce que l'enfant commençait à agresser le public et tout ça, et il se fait écarter, mais tout ça, ça a existé. Maintenant, nous sommes dans une période où, quand tu vas dans tous les clubs d'ailleurs de Belgique, tu vas trouver 5 Congolais, 5 Marocains en train de jouer dans une même équipe. C'était des choses qui étaient presque éliminées au départ. On éliminait. Et aujourd'hui, ça se passe bien. Aujourd'hui, il y a beaucoup de problèmes, oui, mais le droit du sport s'est établi avec ses complications aujourd'hui qui sont les tractations financières des managers, ceci et cela, et les clubs qui n'ont plus de moyens comme ils en avaient aussi avant. Et tout ça, ça complique les choses. Mais aujourd'hui, ce n'est plus comme hier. Donc les enfants qui ont pu réussir hier sont passés par beaucoup de choses. Votre parti, le CDH, a-t-il fait l'erreur de ne pas aller au fédéral? Oh, moi, je crois que quand une décision politique est prise, il faut se recentrer dessus. On se recentre sur quoi? Il y a eu une analyse, parce que ce n'est pas venu n'importe comment. Cette histoire est venue après une analyse. Et chaque parti a un président. Et chaque parti, à un moment ou un autre, a une inspiration, une façon de voir les choses. Et je crois que l'analyse du président du CDH lui donnait la force de dire qu'il n'allait pas participer au fédéral. Alors il fallait changer beaucoup de choses par rapport à ce qu'il avait constaté. Et ça, le problème c'est qu'on ne dira jamais tous les détails, mais ça sera toujours ont-ils eu raison, ont-ils eu tort. Mais moi je crois que quand un président décide en âme et conscience et qu'il a mené une campagne qui n'était pas facile non plus, il faut essayer de voir quels sont les résultats poursuivis et c'est à la pratique qu'on jugera. Merci beaucoup, merci beaucoup. Un petit mot par rapport à le peuple Congo s'invite en Belgique pour terminer. Un petit mot. Le concept. Ah, mais le concept est formidable parce que moi je crois que ce qui est encourageant, c'est de voir que des gens d'origine congolaise arrivent à organiser ici quelque chose qui tient le coup. Je ne dis pas qu'on n'en a pas l'habitude, mais vous-même vous êtes habitué à voir tout ce qui se passe. On fait toujours de one shot, et ce qui n'est pas nécessairement bon. Mais ici, voilà, vous êtes déjà à la 2e édition, et je vois le bateau rempli, plus de 300 personnes. Que demander de plus? Ce qu'on peut demander de plus, c'est se reconcentrer sur le projet, vous dire, bon, mais la prochaine fois, il y aura peut-être 2, 3, 4 bateaux qui vont faire l'été. Là, ça devient comme une entreprise. Et pourquoi pas? Mais pour ça, il faut pouvoir s'accommoder avec, pas nécessairement les politiques, mais il faut savoir s'accommoder avec les organismes capables, ou du moins touristiques, capables de... une chose est mettre au point un projet, l'autre c'est de rendre le projet viable, commercialement, j'entends. Et ça, vous ne pouvez pas vous passer de ceux qui existent avant vous. Essayez de tirer au moins le maximum, et ça, c'est à vous à étudier, c'est à vous à voir. Il n'y a personne qui doit à chaque fois être là en train d'interférer, parce que vous avez tout ce qu'il vous faut, les intellectuels, vous en avez tout ça. Mais qu'est-ce qui manque souvent? On dirait l'argent, non. Parfois c'est
le calme, l'humilité, de se dire j'ai un bon projet, mais ce projet n'est pas nécessairement, il n'a pas atteint le sommet que l'on peut lui donner. Et pour atteindre un sommet, il faut aller voir les autres. Parce que les autres ont déjà ramé, ils ont déjà roulé plus que vous, plus longtemps que vous, et ils connaissent les trucs du métier. Les trucs du métier, on ne les prend pas. Ici, c'est une chance, une belle organisation qui réussit une fois, qui réussit deux fois. Maintenant, il faut commercialiser le concept. Il faut que ça devienne un concept qui donne du travail. Pas un concept qui donne simplement le plaisir. J'oserais dire, vous êtes maintenant des Européens en concept. C'est-à-dire, vous n'êtes plus comme chez nous où parfois on donne, on oublie qu'il faut un retour. On oublie de comptabiliser. On oublie qu'il faut un comptable qui dit la dépense est autant, les rentrées sont autant. Ça, vous connaissez l'Européen. Dès qu'il voit que les rentrées ne correspondent pas à la dépense, il n'a pas le temps de vous dire, de discuter. Il fuit. Et fuir, c'est fermer. Alors, vous êtes ensemble, vous êtes capable d'analyser, de voir les concepts touristiques, voir comment ça fonctionne en tourisme, comment est-ce que le concept peut être accepté. Parce qu'à un moment ou un autre, les impôts seront là. Parce que c'est devenu rentable. À un moment ou un autre, les ennuis seront là. Parce que c'est devenu rentable. Alors, rentabilisez ça dans le concept européen. Alors là, vous êtes gagnant. Là, vous pouvez apprendre chez nous, même à faire ça à moitié, ce serait déjà ça. Vraiment, merci beaucoup. Ça a été un plaisir pour nous d'avoir notre député bruxellois avec nous. Le député que nous avons élu, voté, il est avec nous. Merci beaucoup. Au revoir. Balandi ya micro pasteur Bobo mbote na bino banso esika bozali na mokili vraiment na pesi bino mbote makasi lelo vraiment ndenge bozo mona toza lelo na Strombeck Beverez na kati ya Bruxelles donc na banlieue à Bruxelles na rue Koloba toza awa devant le centre culturel na kanisi bino tu boka moi pourquoi bozo mona sikoyo photo penza ya pasteur Bobo bon eza penza blague te ndenge batie photo à pasteur Bobo bon parce que boyebi ke micro pasteur Bobo pe sala kapé en collaboration avec le centre culturel et puis boyebi ke sikoyo eloka kitoko ezali eza vraiment côté awa donc il y a centre culturel ceux qui vraiment besoin na posa parce que ba demande ezala qui belé vraiment bino bo sali pena ba demande belé pour la prière, pour la penza aide, pour la conseil. Tout le monde pensa que bon demande vraiment ils a trop. Il y a un siko micro pasteur Bobo, bah loba qui bah décida qui paie bah fungola moi prière bah reprendre en fait prière. Groupe à prière et zala qui siko yo bah reprendre en awa na centre culturel à Strombeck Beverez donc vraiment ce qu'on a posa penza ya losambo. Ozana moi problème. Au lingi Ozana posa penza ya koyoka pe mate ya kitoko. En tout cas, vous êtes les bienvenus et kozala chaque mercredi, donc à partir de la rentrée et qu'on reprendre chaque mercredi à partir de 19h et puis aussi sur rendez-vous. Donc bino boyebi pe ba numéro de téléphone ya micro pasteur Bobo, bo bengi penza, bo zui rendez-vous. Vraiment, vous êtes les bienvenus. Boya vraiment awa et kozala vraiment elo kitoko hein. Ndenge bozo mona toza awa devant centre culturel ya Strombeck Beverez na kati ya Bruxelles, na banlieue à Bruxelles. Na kanisi awa eza centre culturel bozo mona kutu photo penza ya pasteur Bobo eza blagté donc des bozo mona photo pasteur Bobo awa c'est parce que franchement centre wana c'est un centre multiculturel multiracial bango balingi ko prôner vraiment le multiculturalisme balingi penza mixité culturelle yangwana pasteur Bobo aza na chance awa pe ko travailler na bata centre awa et puis eza sukate soki vraiment bino boza na Losambo. Je sais que les chrétiens pensa bazola na buso. Et on a rien à s'adresser ce qu'on a ba chrétien. Tellement pensa bosengi ba demande, siko ba demande yokami, yangwana awana centre culturel. Ce qu'on a posa pensa ya kozwa losambo ya kitoko, ya kozwa pensa lité ya kitoko. Yaka chaque mercredi et ça à partir de 19h. Au cours peut kozwa ba conseil, ce qu'on bengi même na téléphone bozoa rendez-vous. Donc les activités spirituels vont reprendre. Ce qu'on lingi changement. Au lingi changement penza solo.
yaka koyoka penza liteya no penza so oza na posa losambo oza na posa penza encadrement oza na posa koyeba leadership pour vraiment côté leadership penza pasteur Bobo aza formé aza penza suka réputation na yo kutu eleki kutu Belgique bata Autriche bata soki États-Unis soki ya Londres bata ebele penza balandaka ye baluka ye pona mateya na ye en tout cas ba mateya kitoko encadrement kitoko et nion surtout na ko pesama awa na centre culturel donc vraiment bandeko o bozolanda biso so oza na posa penza koyoka eloko kitoko oza na problème moko boye na kanisi pasteur Bobo parmi ba pasteur a sérieux na kati ya mboka oyo tokoyo ko compter ye donc soki oza vraiment posa oza na esika okende te ata moza de passage olingi koyoka lite ya bien olingi koyoka penza eloko moko ekopesa o penza malamu ekosalisa o penza na kati ya nzoto na kati ya molimo yaka koyoka lite ya